Écoutez, je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Narbonne est une très belle ville et le musée est vraiment magnifique. Effectivement, j'ai écrit ce livre en fin 2015 et le but pour moi, c'était de raconter mes souvenirs donc, dans le monde de l'agroalimentaire, puisque je suis ingénieur agroalimentaire à la base et j'ai travaillé pendant 20 ans dans différentes industries agroalimentaires. J'ai été essentiellement dans les achats, donc j'ai acheté et importé beaucoup de produits alimentaires qui sont utilisés dans les fabrications ensuite et dans les usines en Europe. Produits qu'on retrouve et qui sont vendus dans les supermarchés, aux restaurants ou dans les cantines scolaires par exemple. Mais c'est vrai que j'en avais assez d'entendre des gens qui ne connaissaient pas le sujet s'exprimer dessus, soit pour vous dire que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas, soit pour vous dire que tout allait mal alors que ce n'est pas non plus complètement la catastrophe. Et personne de l'industrie, personne qui sache comment les choses sont fabriquées, importées, distribuées, qu'est-ce qu'il y a dedans réellement, que personne réellement de l'intérieur vous l'explique. Et je trouvais que mon témoignage pouvait vraiment être intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ça a été un long cheminement. C'est vrai que quand j'étais jeune diplômé, ingénieur agroalimentaire, j'avais beaucoup d'ambition, découvrir le monde, acheter des produits exotiques, importer du café, comme on voyait à l'époque quand j'étais jeune, la publicité de El Gringo. Donc je me voyais voyager et acheter des produits, des épices rares ou des choses comme ça. Donc vraiment des produits haut de gamme et de qualité. Par contre, j'ai été vraiment déçu et c'était de plus en plus difficile à supporter avec le temps par la qualité des produits que j'achetais et de voir également la qualité se dégrader avec le temps. C'est-à-dire, quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, on achetait des produits d'une certaine qualité et avec la pression sur les prix, qui a été mis en place surtout par la grande distribution, on a été contraint de plus en plus de baisser les prix et donc de baisser la qualité. Donc, personnellement, j'ai constaté la qualité des produits alimentaires baisser pendant les 20 dernières années, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec des produits qui sont de très mauvaise qualité, insipides, trop gras, trop sucrés, trop salés, enfin bon. Tout. Et c'était difficile à témoigner? Oui, ça a été difficile, oui, très difficile. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai proposé cette histoire à différents éditeurs, je ne voulais pas que mon nom apparaisse. J'avais vraiment peur des représailles, des procès, des contraintes, d'être blacklisté, etc. Vous étiez encore dans le milieu à ce moment-là? J'étais encore dans le milieu, mais j'avais changé de pays. Je travaillais déjà à Singapour. Et j'avais effectivement peur des représailles, donc j'en ai parlé à Flammarion, qui a accepté de me suivre dans cette affaire. Et ils m'ont dit, c'est ton choix. Donc effectivement, on peut publier avec un faux nom et tu n'apparaîtras pas, etc. Mais ça n'aura pas le même impact que si c'est toi qui viens le défendre. Et on m'a dit, et aussi, il faut s'attendre à ce que ce soit attaqué par les politiciens, par les organismes officiels, par les représentants des industries agroalimentaires qui diront c'est du flan, c'est pas vrai, cette personne-là, on ne sait pas qui c'est, etc. Donc on m'a dit, ça aura beaucoup plus d'impact si c'est toi qui viens le défendre. Donc on a réfléchi et puis on s'est dit, ok, on y va. Et donc voilà, alors c'est sûr qu'ensuite j'ai eu des menaces de procès, il y a eu diverses pressions, j'ai perdu beaucoup d'amis, je suis blacklisté dans l'agroalimentaire française. Mais bon, je pense que le jeu en valait la chandelle. Vous donnez beaucoup d'exemples de produits que l'on a tous dans nos cuisines, dans nos frigos, dans nos placards, et qu'on regarde de notre œil aujourd'hui. Vous parlez des épices, du miel, etc. Oui, c'est vrai. En fait, je raconte 20 ans de souvenirs et j'ai travaillé pendant cette période-là pour 5 ou 6 entreprises différentes. Donc j'ai eu la chance d'importer à la fois des épices, mais aussi des produits surgelés, de la moutarde, du ketchup, des jambons, de la charcuterie. Enfin, j'ai vraiment eu la chance de balayer beaucoup de produits différents. Et c'est vrai qu'il faut bien prendre conscience, c'est que l'entreprise est là pour faire du profit. Dans l'industrie, on est une entreprise, on est dirigé souvent par des financiers. J'ai travaillé pour des entreprises qui appartiennent aujourd'hui à des fonds d'investissement ou à des banques. C'est une industrie, c'est un moyen de gagner de l'argent. Donc le but, c'est pas de rendre heureux le client, le but, c'est de vendre le produit et de le vendre avec de la marge. Si vous avez un dirigeant, on appelle un CEO, un PDG malhonnête, ça va déteindre et ça va donner ça va réellement influencer toutes les strates de l'entreprise et tous les cadres de l'entreprise suivront la ligne donnée par le leader. Donc j'ai connu, moi, dans la même entreprise, différentes générations de propriétaires avec à chaque fois une mentalité différente. Plus ou moins honnête, plus ou moins malhonnête, plus ou moins perverse, plus ou moins vicieuse, plus ou moins honnête. Donc on ne peut pas dire qu'une entreprise sera toujours malhonnête.
elle peut avoir des périodes, elle peut avoir des facilités, elle peut être des fois acculée par un client extrêmement difficile. En période de crise, par exemple, quand il y a une crise, effectivement, à ce moment-là, on peut se mettre à faire n'importe quoi. J'ai connu quand même plusieurs entreprises et j'ai des exemples quasiment pour chacune d'entre elles. Donc je peux vous dire que toute entreprise peut, à un moment ou à un autre, être amenée à déraper. C'est le fruit de mon expérience. Avant Findus, avant l'affaire des lasagnes au cheval, je pense que si on avait vraiment cherché, on aurait trouvé beaucoup d'entreprises qui vous vendaient du cheval ou de la volaille à la place du bœuf, par exemple. Je pense qu'après cette affaire-là, beaucoup moins de gens s'y risqueront. Donc il y a quand même une évolution qui se fait. Quand il y a un durcissement des réglementations, quand il y a des nouvelles méthodes d'analyse, quand les risques sont plus élevés que le bénéfice qu'on espère, à ce moment-là, les mentalités et la réalité changent. J'ai beaucoup d'exemples dans les épices, que ce soit, je sais pas, le safran, le piment doux, le piment fort importé d'Inde. Les épices, c'est un produit qui en général vient de produits exotiques. Le piment, par exemple, le poivre et autres, on n'en trouve pas. Le piment, si, mais le poivre, la cannelle, la girofle, tout ça, c'est des produits qui sont importés, qui viennent de Chine, du Vietnam, d'Indonésie et autres. Donc, ils viennent de pays où les normes de qualité sont souvent bien inférieures. Donc, on se retrouve très souvent à acheter ou à trouver sur le marché des produits qui sont contaminés, qui sont pollués, qui sont de mauvaise qualité, etc. Et très souvent, les importateurs de ces produits-là ont des problèmes avec des lots et doivent trouver des solutions pour les utiliser. J'ai connu par exemple moi des lots de piments contaminés avec des crottes de rat ou des choses comme ça qu'on réutilisait, qu'on broyait, qu'on mélangeait. J'ai importé du piment d'Inde par exemple qui contenait des colorants pour peinture ou des colorants pour diesel, de manière à avoir un produit qui était de mauvaise qualité, qui était brun, de manière à le rendre beaucoup plus rouge, beaucoup plus attrayant. J'ai connu du poivre, par exemple du poivre moulu qui contenait des brindilles de poivre, des branches de poivre, qui contenait des baies avortées, qui contenait du poivre, du résidu d'extraction d'huile essentielle. Donc oui, vous avez dans les épices beaucoup de possibilités d'avoir des produits qui sont de mauvaise qualité ou même frauduleux. C'est vrai que dans ma carrière, j'ai énormément importé de Chine, puisque la Chine est un très grand pays, très industrialisé, et vous avez beaucoup de produits qui sont faits là-bas. Et si on va aussi souvent en Chine, si on achète aussi souvent en Chine et d'aussi grosses quantités, c'est uniquement pour le prix. Les Chinois se sont fait des spécialités de casser les prix sur beaucoup de produits. Il faut savoir aujourd'hui que la Chine, c'est le premier producteur mondial de concentré de tomates, de pommes, jus de pommes, concentré de pommes, d'ail par exemple, de miel. C'est le premier exportateur mondial de miel, alors qu'il y a quasiment plus d'abeilles en Chine puisqu'elles ont été dévastées par les pesticides. Mais c'est parce que la Chine est le premier producteur mondial de miel frauduleux, donc de sirop de sucre aromatisé, coloré, enfin de miel trafiqué en fait. Donc c'est vrai qu'en Chine, vous trouvez le pire des produits agroalimentaires que vous puissiez avoir, que ce soit le concentré de tomate. Donc il y a eu un très bon livre qui a été fait par Mallet sur la tomate d'industrie, où il décrit assez précisément le phénomène. Mais moi je l'ai connu pour la tomate, je l'ai connu pour le miel, je l'ai connu pour le piment, je l'ai connu pour la gelée royale, enfin pour beaucoup de produits où on achetait en Chine des produits à des prix cassés et à une qualité effroyable. Du poivre de Chine, vous le trouvez dans n'importe quel flacon de poivre. Le miel de Chine, vous le trouvez dans un tiers du miel vendu dans les rayons du supermarché viennent de Chine. C'est pas marqué. En général, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Comment on peut savoir? On peut pas le savoir. On ne peut pas savoir. C'est le but, justement, c'est de vous vendre un produit pas cher et de mauvaise qualité et de vous le vendre le plus cher possible. Du miel chinois, personne ne veut en acheter. Tout le monde sait que le miel chinois est de mauvaise qualité. Donc, au lieu de vous vendre du miel chinois de mauvaise qualité, on vous met du miel UE et hors UE. Souvent, on va vous le mélanger avec d'autres produits pour brouiller les pistes, pour brouiller les origines. C'est vrai que je taquine le consommateur pour essayer un petit peu de le stimuler, de le provoquer pour qu'il se réveille. C'est vrai que dans nos entreprises, il y avait toujours un service marketing, donc communication marketing très puissant. Et j'ai toujours été surpris de la facilité avec laquelle on pouvait faire croire aux consommateurs tout et n'importe quoi sur un produit. Je donne l'exemple par exemple du thé vert qu'on vendait, du thé vert de Chine qui était bourré de pesticides. Et où il suffisait de mettre une belle dorure sur la boîte et un nombre maximum d'étoiles pour que le client s'imagine que le produit à l'intérieur soit de qualité.
Alors qu'on changeait l'emballage, par contre le produit à l'intérieur ne changeait pas. Pourtant, on augmentait les prix et on le vendait encore mieux. Pareil pour d'autres produits où il suffisait de mettre dessus qualité garantie, mais garantie par personne, des formules complètement creuses, pour qu'autant que le produit se vende davantage. Vous avez les produits élus, mais on ne sait pas par qui. Il y a autant de catégories que de produits qui sont en compétition. Médaille d'or, enfin, produits de l'année. Produits de l'année, tout ça c'est du pipeau, tout ça c'est du flan, tout ça c'est du marketing. Donc quelque part, je me dis, mais consommateurs, réveillez-vous, vous laissez plus berner, vous laissez plus prendre par des idiots, par des gens du marketing. Vous avez complètement raison. Même moi qui suis ingénieur agroalimentaire, qui ai 20 ans d'expérience dans l'agroalimentaire, où c'est mon métier, moi aussi j'ai du mal avec les listes d'ingrédients, avec les quelque chose, et je me fais de temps en temps piéger. Donc, même pour moi c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est flou, mais à dessein. C'est dans l'intérêt des industriels de ne pas vous dire les choses, de maquiller les origines, de maquiller les additifs, de leur donner des noms exotiques sans que les gens puissent savoir ce que c'est, de ne pas informer le consommateur, de mettre des étiquettes nutritionnelles très compliquées, de manière à ce qu'en fait personne n'y comprenne plus rien. Et c'est bien aussi pour ça que les industriels s'opposent farouchement à un étiquetage nutritionnel, vous savez l'étiquetage couleur ou l'étiquetage simplifié, qui permettrait aux consommateurs juste de voir une couleur, un petit peu comme un feu tricolore, de savoir quels sont les produits à privilégier. Effectivement, ça demande effectivement de chercher l'information, de la comparer, de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, surtout de rejeter la publicité, d'avoir un réflexe un petit peu de répulsion quand il y a trop de publicité sur un produit. Ça demande effectivement d'aller peut-être vers des associations de consommateurs qui sont plus militantes. Je pensais par exemple à Foodwatch que je cite dans mon livre, et qui sont des gens qui sont uniquement financés par le don des gens qui participent à l'association, donc qui ne reçoivent aucune subvention, aucun soutien d'aucune forme que ce soit. Oui, c'est mon but, c'est effectivement d'informer le consommateur en disant regardez, voilà, on ne vous dit pas comment ça se passe dans l'industrie, regardez, moi, mon expérience. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas une revanche, j'en veux à personne, j'ai aucun compte à régler. Donc ce que je voulais vraiment, c'est dire ce qu'on vous dit, c'est une chose, mais moi, regardez ce que moi j'ai vécu, ce que moi je peux vous dire de ce que j'ai vécu. Je ne vous dis pas que c'est comme ça partout. Mais là où moi j'ai travaillé, ça se passait comme ça. Pas tout le temps, mais c'est arrivé, et croyez-moi, ça arrive encore. C'est un éclairage parmi d'autres, donc c'est aux citoyens, aux consommateurs de s'informer en lisant ce bouquin, et puis en lisant d'autres, en lisant le livre je crois que c'est Thomas Mallet par exemple, sur la tomate d'industrie. Méfiez-vous des produits chinois, méfiez-vous de certains produits de mauvaise qualité, méfiez-vous des poudres, méfiez-vous des produits qui vous semblent suspects, enfin, méfiez-vous des produits trop peu chers pour être honnête. Et c'est comme ça que le consommateur, effectivement, sera plus vigilant et fera changer les choses. Et si aujourd'hui on vous vend des produits de mauvaise qualité, c'est parce que le consommateur les achète. Je ne sais plus, c'est Coluche qui disait quand il suffirait qu'on y pense qu'on ne l'achète plus pour que ça ne se vende plus, c'est exactement ça. Disons, dans ce que j'ai décrit, il y a à la fois des choses amusantes qui sont absolument sans danger. Quand dans un produit, on vous mélange des origines ou autres, il n'y a pas de péril. Ce n'est pas une fausse origine qui va vous empoisonner ou autre. Il y a des produits qui peuvent être mauvais au goût, qui peuvent être dérangeants. Quand on vous met des crottes de rat, par exemple, dans du piment en poudre, non, ce n'est pas dangereux, puisque le produit ensuite sera stérilisé, donc vous allez manger de la crotte de rat stérile. Si on ne vous le dit pas, il n'y aura aucun impact. Si on vous le dit, vous direz oui, c'est pas terrible, mais ce n'est pas dangereux. Par contre, ce qui est assez étonnant, ce qui est assez drôle, c'est que les choses pour moi les plus dangereuses et les plus choquantes sont les choses autorisées en fait. C'est-à-dire, vous savez, dans les produits alimentaires, vous avez en gros 700 molécules qui sont autorisées comme additifs ou comme auxiliaires technologiques. Des choses qui ne sont pas du tout des aliments, pas du tout alimentaires, et qu'on est autorisé à mettre en tant qu'additifs dans l'alimentation. Ces molécules vous empoisonnent, on le sait, puisque nombre d'entre elles sont catégorisées comme allergènes ou cancérigènes ou potentiellement cancérigènes, interdites dans certains pays, autorisées dans d'autres. Donc, on autorise de nombreuses molécules dans l'alimentation qui ne devraient pas du tout y être, tout ça uniquement au bénéfice des industriels. Et ces choses-là, effectivement, sur le long terme, posent un problème de santé publique. Donc ça, pour les produits qui vous empoisonnent, mais vous avez aussi les mauvaises habitudes et la mauvaise qualité nutritionnelle des produits. Quand on dit que les produits souvent sont de mauvaise qualité, enfin trop gras, trop salés, trop sucrés, etc., ça conduit à avoir tout un ensemble de la population qui devient diabétique, qui devient obèse et qui a ensuite des problèmes de santé. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans des pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis, mais même en Europe, même en France, vous avez quasiment un tiers de la population qui est en surpoids et qui est voire carrément obèse.
Donc oui, il y a un problème, mais c'est un peu comme la cigarette, c'est pas un problème c'est pas un problème qui va vous tuer demain matin. Mais c'est un problème qui sournoisement dégrade la qualité générale de la population d'année en année. C'est vrai que je tire à boulet rouge effectivement sur des origines comme la Chine. Mais c'est pas du tout c'est du concret, c'est-à-dire que c'est du vécu. Je sais ce que sont les produits chinois. J'importais chaque année 2000 tonnes de concentré de tomates de Chine, donc je sais ce que c'est. J'importais des champignons bleus de Chine, donc j'ai jamais su pourquoi ils étaient bleus. J'importais du poivre de Chine, des légumes surgelés de Chine. Donc je connais très bien les produits chinois. Et d'expérience, je sais que le miel de Chine, généralement, n'est pas du miel. Donc, effectivement, personnellement, donc ce sont des conseils que je m'applique d'abord moi-même, je conseille effectivement d'éviter absolument les produits chinois, par exemple, mais pas uniquement, aussi des produits indiens ou des produits d'origine où le niveau de qualité est vraiment trop inférieur à ce qu'on connaît en Europe. Donc la première garantie pour le consommateur, c'est d'essayer de consommer le plus local possible, régional. Local, régional, ou du moins des produits venant de pays avec une culture qualité assez élevée. Des produits, typiquement des produits de pays développés, éviter des produits, des produits chinois, des produits indiens, des produits de ces origines-là. Ensuite, il y a l'histoire du prix. Vous dites éviter les premiers prix. Aujourd'hui, les Français consacrent 15%, je crois, de leur budget à l'alimentation. Il y a encore 20 ans, c'était 30%. C'est exact. Donc on a arbitré en termes de prix, en termes de qualité-prix, vers le moins 10 ans. C'est toute une éducation à refaire, là c'est compliqué, qu'on cherche les prix les plus bas. C'est vrai, mais il faut reconnaître un certain bénéfice à l'industrie, c'est d'avoir fait baisser les prix. C'est vrai que la grande distribution et l'industrie agroalimentaire a fait baisser les prix. Mais seulement, il faut savoir à un moment s'arrêter, c'est-à-dire que chaque chose a un prix juste, en dessous duquel il n'est pas raisonnable de descendre. Moi, je vous dis, donc, j'ai 20 ans de recul dans l'agroalimentaire, dans l'industrie agroalimentaire. Et prenons le poivre, par exemple. Moi, j'ai connu au début une époque où on vendait du poivre, ce qu'on appelait sain, loyal et marchand, donc un poivre de bonne qualité. Ce produit a été trop cher. Ensuite, on s'est mis à le mélanger avec des poivres de mauvaise qualité. Ensuite, ça a été encore trop cher. On s'est mis à le mélanger avec des résidus de poivre. Et il y a un moment, c'est qu'on ne peut plus baisser les prix sans toucher à la qualité. Et d'expérience, puisque dans les entreprises où je travaillais, on faisait à la fois des produits à notre marque, on faisait des produits à la marque des distributeurs et à la marque des distributeurs pour différents niveaux de gamme. On faisait du moyen de gamme, du bas de gamme, voire même du haut de gamme. Et les produits les plus frauduleux, les produits de plus mauvaise qualité, sont forcément, généralement, dans les produits les moins chers. Vous allez retrouver beaucoup plus de produits de mauvaise qualité et frauduleux dans les produits premier prix. Forcément, puisque c'est là où la pression sur le prix est la plus forte, et donc sur la qualité. On peut encore manger pour un prix raisonnable des produits de bonne qualité? Oui. Sans que le budget des familles soit... Oui, mais ça nécessite à changer certaines habitudes. C'est-à-dire, il faut absolument, si on veut rester dans un budget raisonnable, il faut éviter certains produits qui n'apportent absolument rien de positif en termes nutritionnels. Le monsieur marketing est très fort pour ça. Oui, mais bon... Combien de parents sont culpabilisés parce que leur enfant part à l'école avec le goûter qui n'est pas exactement celui que tout le monde a dans son sac? C'est sûr que je sais que moi, mes enfants m'ont fait un petit peu la tête au début quand j'ai supprimé les sodas et certaines sucreries, mais aujourd'hui, c'est entré dans les habitudes et quand on a un repas à table, on boit de l'eau. Il n'y a pas de meilleure boisson que l'eau. Donc, un produit comme un soda, c'est une hérésie. C'est du concentré de sucre et de colorants, d'additifs. Enfin, il n'y a pas de produit plus nocif et qui n'apporte aussi peu d'éléments positifs à l'organisme qu'un soda. Donc, vous pouvez très facilement vous passer de soda, vous pouvez très facilement vous passer de certaines pâtes à tartiner, par exemple, qui ne sont que de l'huile et du sucre. Vous pouvez vous passer facilement de chips, par exemple. Enfin, quand je vous dis vous passer, je ne veux pas dire l'éliminer complètement. Vous pouvez de temps en temps vous faire des petits plaisirs, mais tous ces produits-là, vous pouvez en baisser la consommation de manière importante. Les viandes, par exemple, également. Les viandes et charcuteries, vous pouvez en consommer de manière très occasionnelle. Inutile d'en consommer chaque jour. Donc, les économies que vous ferez sur ces produits-là, vous pouvez la réinvestir dans plus de produits bio, plus de produits frais. Et plutôt que d'acheter des produits élaborés, des plats préparés, etc., qui ne sont pas aussi économiques que ce qu'on veut bien dire, vous pouvez vous faire vous-même vos soupes, vous pouvez vous-même vous faire vos légumes bouillis, vos plats préparés, pour un budget qui sera équivalent.
C'est vrai que tout ce qui est poudre, purée, tout ce qui est aliment que l'on ne reconnaît plus, qui est complètement transformé, ça, il faut vraiment faire attention. Et oui, parce que, prenons le cas des épices que j'ai bien connu, quand vous aviez un lot de poivre, un lot de cannelle, un lot de piment qui était contaminé par des déjections d'animaux, par des poils de rat, par des produits pourris, par des vers, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez tout ça en poudre, vous atomisez, vous mélangez avec un produit de meilleure qualité et hop, et vous vendez tout ça et personne n'y voit que du feu. Donc effectivement, moi je n'achète pas, mais depuis très longtemps, aucune épice en poudre, aucune purée J'ai importé du Chili par exemple, de la purée de framboise. Quand j'ai vu la qualité de la framboise qui était utilisée pour ça, avec des asticots, avec des bouts de feuilles, avec des produits pourris, je me suis dit non c'est bon, je ne consomme plus de purée de framboise industrielle. Donc voilà, je vous dis c'est l'expérience qui parle. Les produits épuisés, c'est considéré comme un ingrédient, figurez-vous. Ce n'est pas du tout un additif. Le produit épuisé, c'est un poivre ou une vanille, par exemple. Vous extrayez l'arôme, l'huile essentielle, et le résidu, qui est un déchet, au lieu de le considérer comme un déchet, vous le remettez dans le produit. Et ce déchet n'est pas considéré comme un additif, c'est considéré comme du produit. Vous allez acheter de la glace à la vanille, par exemple, ou des yaourts à la vanille, avec des petits points noirs de vanille, et dans les ingrédients, vous voyez gousse de vanille épuisée ou vanille épuisée. C'est du déchet de vanille. C'est comme si on vous mettait dans une glace au café du marc de café. Donc, ça vous fera des petits marqueurs, des petits points noirs. Vous direz, elle est belle cette glace, elle est jaune. Elle est jaune pas parce qu'il y a de la vanille dedans, mais parce qu'il y a un colorant. Elle a des petits points noirs, pas parce qu'il y a de la bonne vanille dedans, mais parce qu'il y a du déchet d'extraction de vanille. Et la vanille est souvent extraite avec un solvant organique qui s'appelle l'hexane, qui est cancérigène. Donc, en plus d'avoir un déchet, vous vous retrouverez avec des traces de solvant cancérigène dans votre produit. Donc achetons de la vanille, payons le prix, et une bonne gousse de vanille. Une bonne gousse de vanille, ou alors lisez la liste d'ingrédients, et si vous voyez véritable gousse de vanille broyée, non épuisée, à ce moment-là, oui, c'est vrai. Moi, je l'ai découvert aussi dans le cadre de mon métier. J'ai eu un jour un problème avec des lentilles qui étaient conditionnées dans des paquets, dans des étuis en carton, donc un paquet de lentilles, tout bête, et on utilisait pour ça du carton recyclé. Pas pour des raisons écologiques, mais simplement parce que c'est moins cher. Et en fait, ce carton recyclé, et ça c'est le fabricant de carton qui me l'a expliqué ensuite, c'est fabriqué avec des cartons récupérés, donc des cartons d'emballage, des revues, des journaux. Et tout ça c'est mélangé, ça refait une nouvelle pâte à papier, et on s'en resserre pour fabriquer un emballage neuf. Mais le problème, c'est que toutes les encres, les solvants, les vernis utilisés se retrouvent dans ce carton, et ces produits migrent ensuite dans le produit. Et c'est ce qu'on appelle des huiles minérales. Il y a un terme, un acronyme que j'ai oublié, mais c'est les huiles minérales qui passent de l'emballage au produit quand c'est en contact. Donc là, il faut se méfier de tout emballage en carton. Alors, comment on fait? Alors, vous avez des emballages en carton recyclés qui sont assez faciles à reconnaître. C'est-à-dire que le carton, quand vous le regardez, il est souvent beaucoup plus friable, il est beaucoup plus fragile, il est souvent grisâtre. Il a souvent quand vous le regardez de près, il est assez hétérogène, puisqu'il est fait avec différents types de papier. Vous pouvez avoir aussi des petites particules de plastique à l'intérieur. Et quand vous le déchirez, vous voyez que la déchirure, c'est facile à déchirer et que ce n'est pas net. A l'inverse, quand vous avez un carton vierge, donc un carton fabriqué à partir de pulpe de bois, vous avez quelque chose de très homogène, soit blanc, soit légèrement mat, sans particules hétérogènes à l'intérieur et qui se déchire assez difficilement. Et comme ça, vous pouvez être sûr qu'avec ce carton-là, vous n'avez pas d'huile minérale cancérigène qui vont migrer dans vos aliments. Il y a une campagne qui avait été faite par Foodwatch à ce sujet-là, justement, pour demander l'interdiction de ces emballages-là dans l'agroalimentaire. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été suivi d'effet. L'emballage, l'étiquetage. L'emballage, l'étiquetage, le marketing, la composition, les additifs, oui, il faut être vigilant sur beaucoup de points, oui. Oui. Mais bon, c'est le prix à payer aujourd'hui, puisque malheureusement, le législateur ne vous protège pas. Moi, je pense que le combat est sur la bonne voie, parce que de plus en plus de citoyens n'acceptent plus le statu quo. L'affaire Findus me rend très optimiste, puisque le même scandale, exactement la même chose qui s'est produit à 10 ans d'intervalle, on voit que la réaction est complètement différente. Aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus accepter de manger les yeux fermés. Et c'est vrai pour l'alimentaire, mais c'est vrai pour l'eau potable, c'est vrai pour l'air qu'on respire, c'est vrai pour les déchets nucléaires, c'est vrai pour les autoroutes, c'est vrai pour les aéroports qu'on veut vous mettre en plein milieu de champs. Donc aujourd'hui, le consommateur et le citoyen ne veut plus se laisser faire, et je pense que moi je suis très optimiste. Oui.
Ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, l'évolution passée a correspondu à une phase historique où effectivement, il fallait, après les guerres, reconstruire, et puis la population a augmenté brutalement, donc il fallait fournir. Mais aujourd'hui, on en arrive à une situation où dans certains pays, l'espérance de vie des nouvelles générations a tendance à stagner, voire même à régresser. On se rend compte que les jeunes aujourd'hui font face à des épidémies, mais vraiment impressionnantes, de diabète, de NASH, ce qu'on appelle la maladie du foie gras, de maladies cardiovasculaires qui prennent des proportions réellement inquiétantes. Et on se rend compte aujourd'hui que l'espérance de vie ne progresse plus. On meurt de trop manger. On meurt de mal manger. De mal manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le même nombre de kilos ingérés, on ingère trop de kilos de sucre, trop de kilos de graisse, trop de kilos de graisse saturée. On n'ingère plus du tout suffisamment de fibres, plus de légumes, plus de féculents, plus de choses qui en fait sont positives pour l'organisme. Et pourtant on voit plein de pubs à la télé là-dessus, de campagnes, mais même l'industrie agroalimentaire y participe. C'est facile, ça fait partie du plan marketing de l'industrie agroalimentaire. Si vous vendez des produits de mauvaise qualité, l'idéal, c'est de faire culpabiliser le consommateur, de lui dire « mais écoutez, si vous êtes malade, c'est parce que vous ne faites pas assez de sport, c'est votre faute, c'est pas la mienne. Mon produit à moi, si vous en mangez dans le cadre d'une alimentation équilibrée, variée, patati et patata, il n'y a aucun problème. On va vous dire « mais bougez, mangez. Mangez moins de mon produit, mangez-en toujours parce qu'il est quand même excellent, mais bougez. C'est votre faute si vous êtes obèse, c'est votre faute si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes obèse à 15 ans, si vous avez des dents pourries à 6 ou 7 ans. Continuez à consommer du soda et des chips et des frites et du hamburger et bougez à côté. Mais non. Enfin, pour moi, le message ne devrait pas être ça. L'industrie devrait fournir aujourd'hui, où on est dans une époque de surabondance, de surproduction, des produits de bien meilleure qualité nutritionnelle. Plutôt que culpabiliser le consommateur en lui disant c'est parce que vous ne bougez pas que vous êtes gros. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui ? Je mange des légumes bouillis que ma chère épouse me fait, je mange des soupes, je mange beaucoup moins de viande. Donc on a réduit, par rapport à il y a 10-15 ans, beaucoup moins de viande. Pas de soda, enfin des produits bio, beaucoup de produits frais, salade, puis des légumes de base, pommes de terre, carottes, haricots verts. Beaucoup de produits non transformés qu'on cuisine nous-mêmes. Alors mon épouse et moi-même on travaille, on trouve quand même le temps de le faire, ça ne nous coûte pas plus cher et on s'en porte mieux. Vous êtes fou d'avaler ça. Christophe Brusset, merci beaucoup pour merci à vous. Cette immersion dans ce monde que l'on soupçonne quand même, que l'on perçoit. Que l'on perçoit, mais pas vraiment affronter ou regarder parce qu'il nous amène beaucoup de facilité dans notre vie au quotidien. Et un univers qui est assez différent des publicités qu'on peut voir à la télévision. Et c'est vrai qu'en général, les portes des entreprises agroalimentaires sont fermées à double tour. Merci beaucoup. Merci à vous.